Quand nous étions petits, mon frère et moi passions nos vacances chez notre oncle et notre tante. Bien qu'ils nous aimaient plus que tout au monde, nos parents aimaient s'accorder un peu de répit. À l'époque, Ben et moi étions de vrais garnements. Comme dit toujours mon père, on n'en loupait pas une. Les vacances étaient les périodes que nous attendions le plus. Pour nos professeurs, les derniers jours de classe étaient de véritables supplices. Quand on est gamin, on savoure chaque période de vacances, mais bien évidemment, on a tous une période préférée. Pour Ben et moi, les vacances d'hiver étaient les meilleures. La neige, le calendrier de l'Avent, les téléfilms débiles, le sapin, la magie des fêtes, les cadeaux. Tout était génial. Mais ce qui nous réjouissait le plus, c'était d'apprendre de la bouche de nos parents que nous allions passer les fêtes chez notre oncle et notre tante. Généralement, nous prenions place dans l'un des wagons du train 24 heures après l'annonce tant attendue. Comme nous étions de grands garçons, nous le prenions seuls. 1h30 de train nous séparait de la maison de notre oncle et notre tante. Durant le voyage, nous admirions le paysage à travers les imposantes vitres. Ce qui était verdoyant le reste de l'année était entièrement blanc durant cette période. Ces immenses fresques que nous offrait le paysage étaient les plus belles de toutes. Lorsque nous arrivions à la gare, notre oncle nous récupérait sur le quai, puis nous nous rendions dans la maison qu'il partageait avec notre tante depuis de nombreuses années. Là-bas, on s'amusait comme des fous. La maison était immense. Il y avait 2 étages, ainsi qu'un grenier dans lequel Ben et moi avions installé notre matériel militaire. Cette pièce était notre base. On ne s'ennuyait jamais. Notre oncle et notre tante étaient très joueurs, et ils trouvaient toujours un moyen de nous occuper. Cependant, durant les vacances d'hiver, ils nous interdisaient d'aller jouer dans le jardin. Du moins, dans le terrain. Ils habitaient loin de tout. Les voisins les plus proches se trouvaient à 3 km de leur domicile. Ils possédaient un terrain de plusieurs hectares, dans lequel mon frère et moi avions mené de longues et périlleuses batailles pendant les vacances d'été. Chez eux, il y avait toujours énormément de neige. Un jour, ils s'étaient réveillés avec 60 cm de poudreuse. Depuis le grenier, nous admirions ce grand manteau blanc dont on ne pouvait profiter. Notre oncle nous avait expliqué que nous n'étions pas à l'abri d'une tempête de neige. Et là-dessus, il n'avait pas tort. Lorsqu'elle frappait la maison, les tempêtes ne faisaient pas semblant. N'importe qui se serait perdu avant de mourir de froid. Lorsqu'ils devaient se rendre en ville, notre oncle et notre tante se frayaient un chemin bien précis jusqu'au garage, puis quittaient prudemment la propriété. Heureusement qu'ils possédaient un puissant tout-terrain. Nous ne pouvions leur désobéir. Ils étaient si gentils avec nous. Mais cette année-là, la tentation était trop grande. Je construisais une imposante forteresse à mes troupes lorsque Ben est entré dans la pièce en sautillant. Il a couru jusqu'à moi, avant d'adresser un tacle à ma forteresse qui s'est effondrée comme un château de cartes. Furieux, je l'ai foudroyé du regard. Mais cette lueur dans ses yeux n'a point vacillé. Il m'a demandé de deviner ce qu'il avait dans sa main gauche. Mon frangin était un amateur de blagues à base de farce et attrape. Je m'attendais donc à ce qu'il me propose un chewing-gum électrique, ou à ce qu'il me lance une petite quantité de poêle à gratter. Mais lorsqu'il a ouvert sa main, mes yeux se sont écarquillés. Il possédait le double des clés de la porte d'entrée. Je l'ai furieusement sermonné. Notre oncle cachait cette clé dans les sous-vêtements de sa femme. Nous avions interdiction d'y toucher. Mais Ben venait d'enfreindre cette règle, et il comptait bien sauter à pieds joints dans la neige. Fort sûr de lui, il m'a affirmé qu'il s'était absenté pour plusieurs heures. Je lui ai rétorqué qu'ils allaient voir nos traces de pas, mais il m'a répliqué qu'une forte quantité de neige allait tomber dans l'après-midi. Ben souhaitait juste jouer quelques instants, afin de profiter de l'importante quantité de poudreuse qu'il désirait tant toucher. Ensuite, il comptait brièvement recouvrir nos traces de pas, avant de déposer nos manteaux sur le radiateur. Après cela, il allait remettre la clé à sa place, puis récupérer nos manteaux pour les accrocher dans la penderie. C'était stupide et vraiment dangereux, mais ça en valait la peine. Nous nous sommes chaudement habillés avant de faire la course jusqu'à l'entrée. Ben m'a regardé avec excitation. Nous avons ouvert la porte, et un air glacial est entré dans la demeure. Bien qu'il faisait très chaud à l'intérieur, il était loin d'être désagréable. Ce jour-là, il y avait un peu plus de 40 cm de neige, et le vent soufflait très fort. Ma peau a rapidement rougi, puis de la chair de poule s'est installée sur mes bras. J'ai fait 2 pas dehors, et mes bottes se sont enfoncées dans la poudreuse. Je savais que nous faisions une énorme bêtise. Mais n'est-ce point le carburant de l'enfance ? Ben a couru sur plusieurs mètres avant de plonger dans la neige. Il s'est enfoui dessous, avant de rouler sur le côté. J'ai plongé mes mains à l'intérieur, avant de former une sphère bien ronde. Je l'ai fait rouler sur plusieurs mètres, puis les soulever du sol. Une fois à portée de mon frère, je l'ai lancé dans sa direction. Bien trop émerveillé par la splendeur de la poudreuse, Ben n'a rien vu venir. Furieux, il m'a poursuivi sur plusieurs mètres avant de me plaquer au sol. De sa voix la plus convaincante, il m'a ordonné de faire mes prières,
Le visage contre la neige, j'avais l'impression que celle-ci se transformait progressivement en gazinière. De gros flocons se sont mis à tomber, puis le vent a soufflé beaucoup plus fort. Alors que Ben s'amusait à me tordre les doigts un à un, je lui ai proposé de rentrer en soulignant qu'une tempête allait bientôt se pointer. Mais il n'en avait rien à faire. Il m'a enfoui la tête sous la neige, avant d'en glisser à l'intérieur de mon pantalon. Surpris, je me suis relevé avec désinvolture, et lui adressé un léger coup de pied dans le genou. Il a éclaté de rire. Mais la présence de son sourire a été de courte durée. Un puissant blizzard s'est installé, et petit à petit, la maison a disparu de notre champ de vision. Nous ne voyons pratiquement plus rien. Apeuré, Ben s'est précipité en direction de la maison. Je lui ai ordonné de revenir, mais il courait imbécilement. J'ai essayé de le rattraper. En vain. J'ai crié son nom, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Il faisait de plus en plus froid. Mon visage me brûlait, et mes mains étaient figées. Je ne savais pas où j'allais. Tout ce que je voyais, c'était la neige sous mes pieds. J'ai couru pendant de longues minutes à la recherche de mon frère, mais je ne l'ai pas trouvé. Le vent soufflait si fort qu'il étouffait ma voix. J'ai fini par m'essouffler. Épuisé, je suis tombé dans la poudreuse comme un pantin désarticulé. Mon nez coulait comme un robinet ouvert, et mes yeux pleuraient. Je regrettais amèrement d'avoir suivi Ben. J'étais perdu, et je ne savais pas quand cette tempête allait s'arrêter. Je me suis relevé et ai poursuivi ma traversée. J'ai marché jusqu'à perdre la notion du temps. Je ne savais point quelle heure il était, mais il faisait de plus en plus sombre. Cependant, j'étais sûr d'une chose. Il n'y avait plus 40 cm de neige sous mes pieds. Mon pantalon était trempé, et mes jambes me faisaient un mal de chien. La neige semblait me retenir. Elle était extrêmement rigide. Soudain, j'ai vu une silhouette se dessiner à quelques mètres de ma position. J'ai prononcé le nom de mon frère, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas lui. Non, c'était une personne d'âge adulte. J'ai imploré son aide, et elle s'est arrêtée. Je me suis rapproché d'elle. Une lueur d'espoir est née dans mon cœur. Mais quelque chose m'a interpellé. Cette personne n'était pas enfoncée dans la neige, et il n'y avait aucune trace de pas derrière elle. Elle flottait. L'individu portait un gilet en laine et un vieux pantalon troué. Une imposante chevelure grisâtre dévalait son dos, et demeurait parfaitement immobile malgré le vent. Il s'agissait d'une femme. J'ai à nouveau demandé son aide, et elle s'est lentement retournée. Lorsque je l'ai vue de face, j'ai regretté ma vie entière. À ce moment précis, je maudissais ma mère et mon père de m'avoir mis au monde. Je maudissais l'existence de mon oncle et ma tante. Je maudissais le monde entier. Mais surtout, je haïssais mon frère. Ce n'était pas une femme que j'avais devant moi. Du moins, je ne pense pas. Son visage grisâtre était aussi craquelé qu'un pare-brise après une tombée de grêlon. Du sang gelé comblait ses énormes crevasses. Ses yeux étaient aussi noirs que du charbon. Et ses mains étaient affreuses. Ses doigts étaient squelettiques et nécrosés. Et ses mains étaient aussi crevassées que son visage. J'ai hurlé. J'ai tenté de m'enfuir, mais elle s'est jetée sur moi. Ses ignobles mains ont attrapé mon cou, puis se sont mises à serrer. J'ai tenté de la repousser, mais elle m'a mordu. Ses dents n'étaient pas humaines. Elle venait de m'arracher un énorme morceau de chair. Dans les yeux vitreux de la vieille femme brillait une puissante lueur de sadisme. J'ai récupéré un peu de neige dans ma main droite, avant de lui en lancer en pleine figure. La chose a hurlé de douleur, puis a porté ses mains à son visage. J'en ai profité pour m'enfuir le plus rapidement possible. Mes jambes s'enfonçaient de plus en plus. J'avais l'impression que la neige se transformait en sable mouvant. En scrutant les environs, j'ai vu des choses se déplacer sous le sol. C'était long, et ça rampait comme un mille-pattes. J'ai gardé le silence afin de ne pas les attirer. Soudain, un cri a tranché la cacophonie du vent. C'était Ben. J'ignorais où il se trouvait. Le cri provenait de toutes parts, et se répétait inlassablement. J'ai couru dans une direction aléatoire. Je ne savais pas ce qui me permettait encore de courir. Mon corps était gelé, et je ne sentais plus mes jambes. Après avoir parcouru plusieurs mètres, j'ai vu un manteau rougeâtre apparaître, celui de mon frangin. Sa silhouette s'est progressivement dessinée, ainsi qu'une autre bien plus grande que la sienne. Mon frère appelait à l'aide. La chose était allongée sur lui, et le maintenait au sol. Sa bouche était grande ouverte, et ses dents essayaient d'arracher sa joue gauche. Une fois à portée de mon frangin, j'ai grossièrement façonné un missile de neige, avant de l'envoyer sur la créature. La chose s'est écartée en produisant d'horribles cris de douleur. Mon frère s'est rué vers moi, puis nous avons couru. Des cris se sont fait entendre. Autour de nous, de petits amas de neige se déplaçaient furtivement.
Nous nous apprêtions à jeter l'éponge lorsque des phares ont tranché le blizzard. Le tout-terrain de notre oncle est apparu. Il nous a ordonné de monter à bord, puis de verrouiller les portières. Je lui ai demandé ce qu'il se passait, mais il ne m'a pas répondu. Il a enfoncé la pédale d'accélérateur et a fait demi-tour en projetant une importante quantité de poudreuse. Lorsqu'il a jeté un coup d'œil à son rétroviseur intérieur, ses yeux se sont écarquillés. Intrigué, je me suis retourné. Ces choses étaient là, derrière nous, parfaitement immobiles. Elles nous regardaient partir avec un mélange de haine et de déception. Lorsque j'ai vu l'éclairage extérieur de la maison, mon cœur a ralenti. Même si elle était aussi très en colère, ma tante nous a pris dans ses bras. Elle était soulagée. Elle a pansé ma blessure, puis nous sommes retournés auprès de notre oncle qui montait la garde avec un fusil en main. Il était un peu plus de 21h. Lorsqu'il nous a vus, il nous a demandé d'aller nous coucher. Toujours sous le choc, Ben lui a demandé qui étaient ces gens. Mon oncle nous a fait signe d'approcher, sans déposer son fusil. Il nous a raconté que lorsqu'ils avaient passé leur premier hiver dans cette maison, quelque chose d'horrible leur était arrivé. À l'époque, notre tante était enceinte de 6 mois, et notre oncle souhaitait offrir à elle et à leur fils une belle et grande maison. Ils avaient mis tout leur argent dans cet immense bicoque. Cet après-midi-là, ils regardaient la télévision lorsque quelqu'un avait frappé à la porte. Notre oncle avait été surpris, car dehors, une tempête faisait rage. Il s'était rué vers la porte, avant d'ouvrir à la vieille femme qui se trouvait derrière. Il avait été choqué par son lamentable état. La pauvre femme était pratiquement gelée. Son visage était constellé de crevasses, et son souffle était très court. Elle ne pouvait plus parler. Notre oncle l'avait installée dans la chambre d'amis. Il comptait la transporter jusqu'à l'hôpital le plus proche une fois la tempête levée. Malheureusement, elle avait duré toute la journée, ainsi que la nuit. Alors qu'elle dormait paisiblement, notre tante avait été réveillée par l'air glacial qui régnait dans la maison. Ce n'était pas normal. Avant qu'elle ne s'endorme, il faisait une chaleur étouffante. Lorsqu'elle s'était redressée dans le lit, elle avait retenu un cri. La vieille femme était là, debout, devant leur lit. Avant même qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, cette chose s'était jetée sur elle et lui avait ouvert le ventre. Elle avait dévoré son bébé devant ses yeux. Alerté par les cris, mon oncle avait dégainé son fusil. La créature s'était enfuie dans la tempête, blessée, mais pas mortellement. Il avait conduit notre tante jusqu'à l'hôpital, et par miracle, elle s'en était tirée. Ils avaient raconté leur agression à la police. Une enquête avait été menée, mais elle n'avait point abouti. Depuis, de nombreuses créatures avaient frappé à leur porte, et mon oncle leur avait répondu avec son fusil. Mais malgré cela, elles revenaient toujours. Chaque hiver, cela recommençait. Demain matin, vous prendrez le premier train, et vous rentrerez chez vos parents. Vous ne pouvez pas rester ici, c'est beaucoup trop dangereux, nous a-t-il expliqué d'une voix tristement sobre. S'ils vous posent des questions, mentez. Ne leur dites pas la vérité. Personne ne doit savoir. Nous sommes condamnés à rester ici. Nous ne pouvons plus partir, nous a-t-il lancé. Le lendemain, nous avons pris le train, et nous sommes rentrés chez nous. Nous sommes restés muets durant plusieurs jours, puis nous avons retrouvé notre langue. Nous avons gardé la vérité pour nous, et avons enseveli les doutes de nos parents sous un amas de bobards soutenus par notre oncle et notre tante. Nous ne sommes jamais retournés là-bas, et 2 ans plus tard, ils ont mystérieusement disparu pendant l'hiver. Personne ne les a retrouvés, et personne n'a pu expliquer leur disparition. Mais Ben et moi connaissions la vérité. Nous savions ce qui leur était arrivé, mais nous ne pouvions pas le dire. Aujourd'hui, la maison est toujours inhabitée, mais des visites ont lieu, pour le plus grand plaisir des grandes familles et des vieux couples, pour le plus grand plaisir de l'agence immobilière qui va s'en mettre plein les poches, pour le plus grand plaisir de notre famille dont les membres vont s'arracher le moindre petit centime, mais surtout, pour le plus grand plaisir des créatures qui rôdent autour de la maison, et qui attendent impatiemment leur prochaine victime.